Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Alors, Emmanuel Grimaud, il est président de Simul-Retraite. Bruno Vandry, on est en direct là. Oui, Emmanuel Grimaud qui préside simulretraite.fr. Bruno Vandry, président de BeBrave et du programme 5000 startups au syntaxe numérique. Et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Énormément de réactions sur nos petits propos à propos du libéralisme en début d'émission. Il y en a... Pardon. Non, mais il y en a des quantités. On revient là sur l'histoire, donc l'histoire des retraites. Le péché originel, il n'y a pas de fonds de pension en France, Emmanuel Grimaud. Effectivement, tous ceux d'ailleurs qui dénoncent le libéralisme sont des gens qui aimeraient qu'il y ait plus de partage du profit. Et on dénonce les excès de capitaux du capitalisme. Alors ne faut-il pas partager le capitalisme avec des fonds de pension? Et est-ce qu'en fait, est-ce que c'est une réforme, celle qu'on nous présente, qui est optimale, ou est-ce qu'il faudra un jour avoir une réforme qui ne soit pas paramétrique, mais systémique? Il faut repenser surtout... Systémique, oui, une réforme de système. Alors je ne sais pas si c'est la retraite par points. Alors, premier point, les fonds de pension. Oui. Il faut probablement des fonds de pension. Et je voudrais juste faire là encore une petite mise en perspective. Si demain, on veut qu'un tiers des retraites soient versées par les fonds de pension, ça veut dire qu'il faudra verser 100 milliards d'euros chaque année. Pour verser 100 milliards de rentes chaque année, il faut qu'il y ait 3300 milliards de stocks d'actifs qui a été épargné. J'ai pas tout suivi là, honnêtement, je vous le cache pas. En fait, il faut épargner, il faut mettre en épargne l'équivalent d'une fois et demie le PIB de la France pour arriver à substituer 30% des retraites par les fonds de pension. On voit à quel point c'est difficile de passer de 4% de déficit à 3% de déficit. Donc les fonds de pension, oui, mais ce n'est pas une baguette magique qui va, parce qu'on aura décidé, parce qu'on l'aura fait, tout simplement tout résoudre le problème de financement et de train de vie des actifs. Ceci dit, c'est ce que je disais avant la pause, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir commencé en 90, puisque ça fait justement 25 ou 30 ans pour arriver à commencer simplement à peser, le fait d'avoir décidé de ne pas le commencer fait qu'après, ce sera toujours trop tard. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors je vais vous donner un autre élément que je trouve toujours très amusant. C'est que le taux d'épargne des Français est le plus élevé du monde occidental, 16%. Le taux d'épargne des retraités français est à 25%. Les retraités épargnent plus que les actifs et après 80 ans, ils épargnent 30% de leurs revenus. Donc les Français, l'assurance vie aujourd'hui, le stock d'assurance vie, ça correspond, ne doit pas être loin du chiffre que j'ai cité. On a la moitié. L'assurance vie joue un petit peu cette épargne retraite. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité? C'est que les Français épargnent plus que les autres alors qu'ils ont les retraites les plus élevées du monde occidental. J'épargne pendant toute ma carrière et lorsque j'arrive à la retraite, il est hors de question que je touche à mon épargne. C'est pour l'héritage. Donc là encore, on a une différence de perception entre la réalité des pseudo-petites retraites et effectivement une population qui épargne 25% de ses revenus, a priori, n'est pas une population qui est dans le besoin. Alors, deuxième point, sur la réforme systémique. Oui, bien sûr, ce système est absurde. 38 systèmes, 38 régimes différents. À l'intérieur de certains régimes, vous pouvez avoir 3 niveaux, la base, la complémentaire, etc. Une complexité absolument incroyable et l'accord Arco-Agir vient complexifier tout ça. Des injustices parce que parfois vous payez avec 10 000 euros de cotisation, vous allez générer 500 euros de retraite dans un régime, dans d'autres régimes, vous allez en générer 1500 euros. Scandaleux, tout à fait illégitime. Le problème, c'est que le Big Bang, il est quasiment impossible pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il faudrait que tous les historiques soient justes. Ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, parce que ça voudrait dire, ou alors il faudrait dire aux jeunes d'accepter de rentrer dans un système complètement différent. Et évidemment, ils auraient des raisons d'avoir des craintes. Nous, ce qu'on propose, c'est la fusion, pour commencer, de tous les régimes complémentaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des régimes qui fonctionnent en points et des régimes qui fonctionnent avec d'autres méthodes de calcul, en trimestre par exemple. Et comparer les uns et les autres, c'est comparer des cacahuètes et des bananes, c'est absolument impossible. Tous les systèmes qui fonctionnent en points, en revanche, on pourrait très bien décider qu'à partir de 2018, tous les fonctionnaires, artisans, commerçants vont cotiser à un système unique de complémentaires et ce sera le même point pour tous. Ça aura le mérite de créer plus de justice, plus de lisibilité, et ce sera un premier pas vers cette réforme systémique qui n'arrivera jamais parce qu'elle est trop compliquée. Si on ne la commence pas, elle n'arrivera jamais. Et là, il n'a pas tort quand même, Bruno. Et le fait de commencer par les complémentaires, ça permet de transférer la moitié du système vers un système
centralisé. Manuel Grimaud dit autrement, dans ce que vous m'expliquez, il y a un peu l'histoire de l'alignement public-privé aussi. Aussi. Ce qui, quand même, dit comme ça, va être difficile à faire passer. Non. Alors, il y a très peu de complémentaires sur le public, en fait. Mais à terme, bien entendu, c'est une évidence. Ça me fascine. Quand on rentre comme ça dans la mécanique du truc, on ouvre le capot, ça devient dingo. Stéphane Ralifel. Le raisonnement d'Emmanuel est très juste et toujours très, très appuyé. Moi, en revanche, vraiment, je ne partage pas du tout cette vision. La vision de quoi? Que ça n'est pas possible? Ouais. D'abord, pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de la réforme systémique. C'est-à-dire qu'en France, je trouve que trop souvent, quand on parle de réforme, on a mis dans le mot réforme le mot systémique, le mot violence, le mot Big brutal. Bang. Pourquoi? Parce que c'est un héritage, j'imagine, de la Révolution de 89, où pour changer les choses en France, il faut qu'on coupe la tête du roi. On n'est pas capable de faire des trucs un peu... Voilà. Bon, je vous donne un exemple. Je me revois ici avoir une conversation avec Alain Madelin sur les réformes des retraites et sur le passage éventuellement d'une retraite étatique, je vais simplifier la répartition, répartition qui a des défauts et des qualités, on est d'accord, mais vers une retraite plus privative. Et quand on disait privative, j'avais utilisé le mot individuel, qu'on me crache encore dans un mail que vous me devez donner, l'individuel, c'est pas bien. Alors, au contraire, je pense qu'en fait, c'est pas une question de d'un coup on dit tac, on casse tout et on bascule tant dessous à des fonds privés pour qu'ils le gèrent à la place du public. Non, c'est pas ça la question. C'est peut-être se poser la question de est-ce que si, peut-être, et c'est mon point de vue, sur les générations les plus jeunes, où je suis moi peut-être en fin de génération jeune, de préparer l'idée qu'on va leur laisser à leur disposition une partie des charges qui sont perçues en amont pour aller dans une retraite privée qu'ils vont gérer eux-mêmes. Et à quoi ça va servir? Et c'est ça que je crois, vraiment profondément. C'est-à-dire, globalement, vous touchez un net plus important, on peut avoir ce sujet, sur la flexibilité du contrat de travail, sur les assurances maladie, on peut avoir ce sujet. Ça, vous faites de la pédagogie. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça peut être sur 10%, sur 20%, peu importe. Mais cette génération, vous leur apprenez facilement, à un moment donné, à utiliser des outils, le mien, celui d'Emmanuel, qui sont au point et qui en quelques clics vous permettent de savoir quoi faire avec votre argent. C'est faisable. Et c'est d'une génération, ils passent leur journée sur les tablettes, sur des réseaux sociaux et sur des ordinateurs. Donc pour eux, ce ne sera pas choquant d'utiliser ces outils. On n'a plus besoin, je ne suis pas convaincu dans ce que dit Emmanuel, de dire que ça peut être anxiogène pour une jeune génération qu'on lui explique que son système va changer. Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai des camarades banquiers qui sont, pour certains, alors on les chambre bien, mais on fait des choix d'aller à la banque postale. Vous voyez, en gestion privée, bon, ils n'ont pas les mêmes contrats. Le banquier de 35 ans, il n'a pas le contrat du banquier de 57. Mais pas du tout le même contrat. Parce que quand la banque postale est privatisée capitalistiquement, elle n'a pas tranché en disant c'est tout le monde sort en contrat classique. Non, non. On n'en parle jamais, mais ces entreprises publiques ou semi-publiques ont considérablement fait évoluer Pour autant, aujourd'hui, la banque postale est une des banques les plus agressives en recrutement par rapport aux mastodontes que sont la BNP, Calion ou la Société Générale. Ils arrivent quand même à recruter des cracks des banques les plus, j'ai envie de dire, financiarisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nouvelle génération, elle est rentrée dans le moule, elle a compris comment ça se passait. Et elle est rémunérée avec, hein, on est d'accord. C'est ça que je veux juste dire, on n'a pas besoin de tout casser. Sauf, oui, on va reformer le sujet retraite pour les... justement, je voudrais sortir de toute cette vision technique, c'est important. Non, c'est hyper important. Non, mais c'est hyper important, j'ai trouvé, moi j'ai appris... Est-ce que c'est possible, pas possible? Oui, oui. Non, mais je veux dire... Vous avez des clients qui sont en train de m'écrire, Manuel Grimaud, hein. Les gens comprennent rien, ils me posent des questions. Si on peut faire un petit zoom arrière de 2 secondes. Allons-y. Pour sortir un petit peu de ce débat. Vous avez une tendance lourde depuis, je sais pas, on va dire une trentaine d'années, on a appelé ça, un mot-clé, la financiarisation de l'économie. Cette financiarisation de l'économie a eu un impact très fort. L'impact, c'est que le capital a plus rapporté que le travail, on va dire, globalement. C'est-à-dire que le capital est l'outil et la matière avec lequel on construit aujourd'hui, et avec laquelle finalement, même pour les start-up du numérique, c'est avec le capital qu'on construit, alors qu'avant, on capitalisait avant cette ère néo-industrielle, le capital travail était le principal capital sur lequel on construisait. Dans cet univers-là, le travail a rapporté de moins en moins. On le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ces accusations de néolibéralisme, de riches qui s'enrichissent plus vite que la richesse, que les écarts sont considérables. Tout ça, on connaît ces critiques. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la solution absolue à tous ces types de problèmes, c'est de partager le capital et le travail.
Je pense que l'actionnariat salarié qu'on a vaguement remis en avant avec la loi Macron après l'avoir massacré dans les années 98-2000 est un outil formidable pour que les travailleurs bénéficient des revenus du capital. Et je pense de la même façon que pour les retraites, la notion de capitalisation et la notion de participation à la richesse créée par le capital est très importante. Et je pense que cette vision globale autour du capital travail qui nous permettrait de sortir du crypto-marxisme qui nous impose aujourd'hui une façon de raisonner sur une vision de la solidarité qui est parfaitement fausse, puisque cette solidarité n'est pas solidaire. Car un homme de 55 ans ou de 56 ans qui apprend tous les ans qu'il va devoir attendre un an de plus pour avoir sa retraite, tout en se sachant et en écoutant à la radio des gens lui expliquer que ça ne résoudra pas tous les problèmes, cette personne-là peut finir par commencer à être désamusée, à penser qu'on se moque un petit peu d'elle. Et donc par rapport à ça, je crois que la mère de toutes les réformes n'existe pas. Je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est beaucoup trop compliqué. En revanche, que l'on commence à raisonner dans l'association capital-travail sur l'ensemble des outils de la société, qu'il s'agisse du travail ou qu'il s'agisse de la retraite ou qu'il s'agisse de l'épargne, de cette façon-là, et progressivement, nous arriverons à rééquilibrer les choses. Malheureusement, et ça a été dit, c'est des choses qui prennent 20 ans, et à force de toujours tergiverser et d'avoir cette peur du néolibéralisme qui, soit dit en passant, et ce sera la dernière phrase que je dirai sur le sujet, a permis à des riches de s'enrichir de façon éhontée, comme on l'a dit, et on oublie toujours de préciser que la courbe d'en bas, c'est-à-dire que les pauvres, entre guillemets, ne sont jamais autant vu leur niveau de vie monter que sur les 20 dernières années. On ne parle que des riches qui se surenrichissent, on fait du Piketty en permanence. Je dois dire qu'on est dans un système qui n'a pas marché si mal que ça au niveau de l'enrichissement, mais par contre, où cet écart capital-travail empêche littéralement et crée une forme de plafond de verre pour le travailleur, y compris cadre supérieur, je crois que c'est ça qu'il faut changer, et que ce genre de pensée permettrait de sortir un petit peu des débats d'école sur la technicité. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais j'avais une minute sur ce que Stéphane Van Nuffel, oui. Bruno, je partage à 100% ce qu'il vient de dire. Je ne suis pas surpris. Non, mais je précise juste une petite chose sur les gens qui se sont extrêmement enrichis. Alors, moi, vous savez très bien que tout ce qui est ultra-capitalisme ou ultra-financiarisation, ça me sort par les oreilles parce que c'est absolument pas ma vision du monde. Pour autant, les plus grosses fortunes et les plus grosses capitalisations boursières mondiales qui représentent ces entreprises déshumanisées, etc., sont des entreprises où il y a très peu de conflits sociaux, où la moyenne des salaires est constamment en augmentation. Je prends les deux plus grosses capitalisations actuellement qui parleront aux gens, Google, Apple, des boîtes où en fait les mecs se pressent à la porte pour bosser, et pas simplement les ingénieurs qui veulent bosser à Palo Alto. Je peux vous garantir qu'il y a des cadres énormes, très importants, des sélections d'usines, etc., et que les gens sont plutôt bien rémunérés chez des entreprises comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord, là, les entrepreneurs, la mentalité des entrepreneurs dont on parle, ou l'âge des entrepreneurs dont on parle, sont très socio-responsables de par leur nature. Je ne parle pas de Steve Jobs qui marchait pieds nus, qui mangeait des carottes, hein, parce que lui, il est en haut de la pyramide. Mais tout ça est très important. Donc, vous voyez, je voulais juste faire cet aparté, parce que c'est important aussi que les gens comprennent que, même s'il y a des gens qui se surenchérissent dans le monde, c'est pas grave, c'est pas le sujet, c'est pas de leur faute si notre réforme de retraite ne fonctionne pas. Je vais vous dire aujourd'hui, moi, ce que je pense pour ce réel sujet. L'épargne salariale est un outil comme celui que je donnais tout à l'heure, mais hyper bien à tous les niveaux. Moi, je suis chef d'entreprise, enfin, nous sommes chefs d'entreprise. Vous avez demain, on vous divise par 2 les charges patronales, c'est-à-dire la différence qu'il y a encore entre le salaire brut et le salaire que ça coûte à l'entreprise, dont le salarié n'a quasiment jamais conscience. On en a suffisamment parlé ici. Et ça, on vous dit, l'État vous dit, la loi cadre, c'est vous gardez cet argent. Votre obligation par rapport à votre salarié, c'est de le dispatcher pour lui garantir un fonds retraite, une sécurité sociale, une mutuelle, etc., etc. Privé, public, c'est le choix de l'entreprise. Le choix de l'entreprise ira stock piquer le meilleur organisme qui lui garantit des rendements, des options, de la défiscalisation, des garanties avec des garde-fous, etc., etc. Bon. Pourquoi ça ne marcherait pas? On ne va pas faire ça en 2 jours. Naturellement, on en est loin. On a évité de justesse les clauses de désignation sur les complémentaires santé pour janvier 2016. De justesse, dans l'obligation d'aller vers des organismes paritaires. Et on va mettre la mutuelle sur les CDD courts. Et on va mettre la mutuelle sur les CDD courts. C'est rentré dans le PLFSS 2016 qui va être examiné au Sénat à compter du 4. Vous savez pourquoi on en est loin? Parce que depuis 30 ans, c'est de mon point de vue, je n'ai que 38 ans. Donc moi, je suis pile la génération qui a été élevée avec ça dans la tête. On me l'a mis dans la tête. Bon, il y a 2 choses. C'est quand on sort de l'école, il faut trouver un CDI. Donc c'est ça qui crée que c'est cette mentalité-là, elle va tout changer une fois qu'on aura cassé ça. Vous en avez parlé hier et avant-hier, donc c'est un sujet. Et on sait que les Français en ce moment sont très ouverts là-dessus. Et 2, tant que les gens qui vont se mettre à la table d'une négociation potentielle
de régime de retraite, de régime de sécurité sociale seront des syndicats qui, pour les uns, patronat, ou pour les autres salariés, ne représentent pas plus de 6% ou de 7% des gens pour qui ils parlent, je le redis, patronat, salarié, parce que je ne me sens pas plus représenté par le MEDEF, moi, TPE de nouvelles technologies, que j'imagine 80% des salariés quand ils entendent le mec de chez FO qui a fait flinguer X société maritime dont le nom m'échappe. Ce que je veux dire, c'est... Voilà, c'est juste ça. Alors oui, c'est compliqué, on est des mentalités, mais on est en train de parler de ça. Vous voyez, si on ne fait pas de technique, on fait du comportement. On va refermer le sujet avec vous, Emmanuel Grimaud. Est-ce qu'un jour on verra notre salaire net augmenter avec une forme de liberté pour prendre en charge nous-mêmes nos assurances? L'entreprise. Ou l'entreprise. Parce que c'est elle qui porte la charge financière. Donc c'est à elle d'avoir un énorme sujet. C'est une mutation. Mais ça existe dans les pays nordiques. Est-ce qu'un jour on verra de l'assurance retraite voir le jour à côté de l'assurance vie, même si le choc d'épargne est important, mais il prendrait du temps? Voilà. Pour rebondir un petit peu sur les propos de Bruno tout à l'heure, effectivement, c'est vrai que les entreprises ont manqué de capital d'une part. C'est vrai que cet appauvrissement des salariés, il est en grande partie dû à l'augmentation des charges sociales qui a été continue, permanente depuis 20 ans et 30 ans. Et on continue à le faire dans la réforme des retraites. On continue à augmenter les charges sociales qui sont à un niveau insoutenable et évidemment les impôts aussi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, bien sûr qu'on pourrait raisonner en salaire complet, bien sûr qu'on pourrait dire une partie de ces charges, on va donner à chacun la possibilité de les gérer. Je pense qu'on en est malheureusement très loin, d'abord parce que ça signifierait pour beaucoup d'entreprises une complexité non négligeable, parce qu'il y a une notion de risque et parce qu'on a, je pense, un système et une organisation qui ne sont pas encore prêts sur cette autonomisation totale. Ensuite, qu'effectivement, il faille mettre en parallèle des systèmes obligatoires, des systèmes plus souples, c'est une évidence. Qui gère Attends, je pose une question. Qui gère les systèmes obligatoires aujourd'hui? D'accord, c'est paritaire. Oui, sur les partenaires sociaux. Nicolas, le système de répartition, il existe quelque part déjà. C'est le système dont je parle. Pourquoi ne pas, par métier, par convention de métier, créer un vrai syndicat ou plusieurs syndicats vraiment représentatifs à qui on confierait la responsabilité de cet argent? Mais ce qu'on a fait avec sur le papier, je suis d'accord. Mais Stéphane, comme dit Bruno, c'est une réforme globale qui va avec la réforme du Code du travail, le retour à l'entreprise, les négociations. On est en train de boucler la boucle du dispositif, avec l'obligation pour les salariés d'être syndiqués. Messieurs, et il faut dire soudainement intérêt. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors allons-y, il nous reste 4 minutes. J'ai eu raison de ne pas vous donner un programme d'enfer. Non, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand ce débat, nous le regarderons dans 10 ans, on dira, oh là là. On en rira. On dira, oh c'est saut 20e siècle. Et là, franchement, on est complètement démodé avec nos histoires de syndicats et autres. Il est en train de quand même se passer quelque chose. Ça ne concerne aujourd'hui que 4-5% des salariés. Vous avez eu raison de citer Google, ou par exemple, pour donner un simple exemple, quand une entreprise est très riche comme Google, vous savez que si un salarié décède, il y a une retraite à vie pour son épouse et sa famille. Voilà, je donne un exemple parce que quand on parle dans la théorie, moi j'aime bien donner la pratique. Ceci dit, ça s'est fait au détriment des impôts qui ne payent pas. Donc tout ça est un peu compliqué. Si on ouvrait le débat sur la fiscalité. C'est pas ce que je vais faire. Je voulais vous dire. C'est une heure. Et des salariés en Chine pour Apple. Voilà. Oui, mais par exemple, non, mais je ne veux pas rentrer dans le débat parce que Tim Cook a pris en main cette histoire pour dire que les salariés en Chine qui doivent travailler pour Apple ne doivent plus être exploités. Ils ont pris conscience du problème. Donc c'est pas juste toujours dans un sens. Maintenant, que les choses soient parfaitement claires. Je vais vous dire, il y a une vieille phrase, des années maoïstes, c'est court camarade, le vieux monde est derrière toi. Ce qui est en train de se passer dans le monde du numérique, qui ne concerne aujourd'hui que 4 à 5% des salariés, cette révolution de la base, car moi je crois dans les révolutions de la base, je ne crois pas dans le top-down, je crois dans le bottom-up, d'accord, où vous avez aujourd'hui, après il y a 25 ans, les premiers Américains qui ont dit que l'entreprise c'est l'entreprise de soi et qu'on s'en fichait de la fidélité à l'entreprise. Ensuite, avec les places de marché freelance, où des gens proposent sur Internet leurs services à d'autres sans passer par l'entreprise, où le coworking est en train de devenir un événement majeur, où des gens se retrouvent à 4 ou 5 pendant une semaine, 2 semaines, pour travailler ensemble sur des projets pour une entreprise avant d'en travailler pour une autre. Ce monde-là, associé au monde des grandes entreprises multinationales du numérique qui grossissent et qui se sentent complètement apatrides, cosmopolites, non plus de nation, d'où le problème des impôts dont on a parlé et qu'on a posé. Mais tout ça, quand vous avez dit, Nicolas, que les capitalisations boursières, ou c'est vous, je ne sais plus qui l'a dit, que les capitalisations boursières de ces entreprises étaient devenues les plus grandes du monde, mais c'est pas rien ça. On ne peut pas juste faire comme si ça n'existe pas.
c'est en train de balayer littéralement le monde dans lequel nous sommes. Ça va prendre encore 10 à 15 ans de plus. Mais mon point de vue, c'est que cette réforme, elle va se faire par la base. Parce que ces jeunes que je connais, moi, qui bossent en freelance pour des boîtes en coworking, à qui ça viendrait même pas l'idée de demander un CDI, les slasheurs, comme on les appelle maintenant, qui font 2 ou 3 métiers, ou quand ils disent dans les journaux d'extrême gauche qu'ils sont des exploités parce qu'ils font 3 petits boulots, alors qu'ils disent mais moi c'est ça que j'ai envie de faire, qui me foutent la paix. Ils les font chez eux. Hein. Et ce monde-là, il est en train de grossir chez des gens qui ont aujourd'hui 22, 23, 24 ans et qu'en auront 40 dans 20 ans. Eh bien, croyez-moi, ce débat-là, quand on l'écoutera dans 20 ans, on va bien rigoler. On en rigolera. J'espère. Et pour boucler la boucle, Bruno, je peux vous assurer que les entreprises, effectivement, les grandes entreprises en France ont une fâcheuse tendance à licencier les seniors, mais que ces mêmes grandes entreprises utilisent depuis de très nombreuses années les mêmes seniors qui sont sortis par la grande porte en consulting, et que je n'ai quasiment pas un seul de mes milliers de clients depuis 12 ans maintenant qui ne soit pas en activité après avoir subi les plans de départ des grands groupes. Le monde change. Donc, ce qui est vrai chez les gens de 22 ans est vrai aussi à l'autre extrême chez les seniors. Alors c'est une très bonne nouvelle parce que justement je ne le savais pas et j'étais extrêmement inquiet pour les gens qui atteignent les 60 ans et qui à 55, 56, 54. J'ai haï profondément, c'est normal, j'ai 58 ans. J'ai haï profondément d'entendre à la radio que senior c'était à partir de 45 ans alors que moi je me sens encore comme un jeune homme dans ma tête. Ça fait 13 ans que je suis senior, mais c'est quoi ce bazar quoi? Et donc, et par rapport à ça, je trouve effectivement ce que vous me dites, ça me rassure de savoir que ces gens qui ont été licenciés en fin de carrière et autres continuent à travailler comme consultants et autres parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ben, une bonne nouvelle, j'aime bien, moi je prends. Il y a un écosystème qui fonctionne effectivement très bien. Il y a un truc qui est très important. On a 59 secondes. Non, mais là il y a un truc qui est très important dans ce qu'on vient de se dire et c'est marrant parce que ce que expliquait Bruno juste avant, c'est à peu près que 60% du truc que j'ai publié hier, ça me faisait sourire, je me suis dit il l'a lu ou voilà. Mais on est en mutation. Voilà, le monde est en mutation. Et ça fait un bout de temps qu'il est en mutation. On entend nos politiques nous dire c'est une évolution, il faut se préparer à des changements. Et là, on est encore en train de parler, nous, parce qu'on est déjà du vieux modèle. Oui, mais on ne peut pas y aller trop fort, parce que sinon ça va violenter, etc. Mais le monde est en mutation. Et il y a une mutation. Et je sais qu'elle tient à cœur de Christian Saint-Etienne, par exemple, très fortement. On est en train de rentrer dans une ère industriello, data, interneto, je ne sais pas comment on peut dire, digital, je ne suis pas sûr que nos dirigeants économiques, politiques, etc., aient bien pris la conscience de ça. C'est-à-dire, en gros, les mutations de nos boulots au quotidien, les mutations de nos façons de gérer notre argent, l'accès à des informations hyper complexes et qui vont être simplifiées aujourd'hui, alors dans 10 ans et dans 20 ans, ça va être encore pire. Mais il faut réfléchir intelligemment. Et je finis juste là-dessus, parce que je tenais à le dire. Nicolas, hier ou avant-hier, je ne sais plus quel de vos invités a replacé le problème du chômage comme étant quand même un problème avant tout des grands groupes français, et que même si on est très attaché au tissu de nos PME et de nos ETI, c'est quand même les grosses ETI et les très grosses capitalisations en France qui font l'emploi. Oui, c'est l'INSEE. Voilà. Donc finalement, il fallait plutôt s'intéresser aux chiffres qui étaient de ces groupes-là, où il y avait plus de catégories A, etc., plutôt que le panel des artisans, etc. J'ai sauté, vraiment, parce que ça rejoint ce que vient de dire Bruno. La personne qui a dit ça, je ne sais plus lequel, hier ou avant-hier, dans 20 ans, il se réécoute, et là, il va pleurer. Parce que dans 20 ans, il y a la moitié des grands groupes du CAC 40 qui auront fondu les plombs. Par contre, il y aura une multitude de petites entreprises numérisées, délocalisées chez eux en France, et qui feront exactement les mêmes résultats et les mêmes marges. Oui, j'ai eu raison de ne pas égrener tout un programme pour l'ensemble de l'émission, parce qu'on n'a même pas eu le temps d'évoquer d'autres sujets. On va faire un fil. Oui, juste une phrase. Bon, pendant qu'on parle de tout ça, le vieux monde et le nouveau monde sont en train de lutter autour d'une entreprise qui s'appelle Ubisoft. Je voulais quand même le dire. Et vous avez l'exemple. Coup de gueule d'Yves Guillemot contre Vincent Bolloré qui est monté. Vous avez l'exemple même du vieux monde et du nouveau monde. D'un côté, Yves Guillemot et les frères Guillemot qui ont monté 2 entreprises magnifiques à partir de zéro et de rien, qui ont construit de la valeur pour des actionnaires, qui sont confrontés à des hauts de bas, mais qui sont de vrais fondateurs, de vrais entrepreneurs, et de l'autre côté internationaux, qui sont des pépites françaises, et de l'autre côté notre Gordon Gekko national, qui comme dans Wall Street en 86 fait des raids boursiers, Vincent Bolloré fait des raids boursiers où il appelle Yves Guillemot au téléphone sans lui dire qu'il a l'intention d'acheter des actions de la boîte. J'ai l'impression vraiment de regarder le film Wall Street, d'accord. Et c'est pour moi, très clairement, il y a le vieux monde et le nouveau monde qui sont en train de se battre là autour de cette entreprise. Vous savez pour qui je milite. Bruno Van Rieb aujourd'hui, Stéphane Venufel et Emmanuel Grimaud, simuleretraite.fr. On se retrouve dès lundi à 9h à suivre Intégral Placement. Guillaume Sommerer.